Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues grises et glaciales de Détroit, ce soir d'automne, le vent hurlait entre les bâtiments comme une plainte lointaine. Les passants, pressés, courbaient l'échine, leurs manteaux serrés contre le froid mordant. Leurs pas résonnaient sur les trottoirs humides, et leur souffle formait des nuages éphémères dans l'air glacial. Des flaques d'eau sombre reflétaient les lumières jaunies des lampadaires, parfois éclatant sous les roues des voitures qui passaient. Au loin, les gratte-ciels, majestueux et inaccessibles, semblaient surveiller la ville d'un regard froid, impassible. Leurs façades de verre et d'acier captaient les dernières lueurs du jour, lançant des reflets éclatants sur les rues dévastées, comme des géants indifférents au froid, à la misère et au désespoir qui rampaient dans leurs ombres. Au milieu de ce décor austère marchait Ethan Calvé. 42 ans, visage marqué par des années de combats acharnés, mais des yeux encore brillants d'une lueur curieuse, presque fatigué. Ethan, milliardaire autodidacte, fondateur de la puissante Calvex Technologies, n'était pas là par hasard. Il n'était pas dans un jet privé, ni à un dîner de gala illuminé par des chandeliers en cristal. Il avait volontairement quitté son bureau de verre et d'acier, ce sanctuaire moderne où il passait ses journées à dominer un empire technologique. Ce soir-là, il cherchait autre chose. Quelque chose qu'aucun contrat ni aucun succès ne pouvait lui offrir. Il cherchait le vrai, l'authenticité, l'humanité perdue dans l'ombre des gratte-ciels. Le poids de ses responsabilités, l'isolement de sa richesse, avait créé autour de lui une barrière invisible, un mur d'indifférence qui l'éloignait de ses racines modestes. Il déambulait dans les quartiers délaissés de l'est de la ville, les mains profondément enfouies dans les poches de son long manteau sombre. Le tissu épais lui tenait chaud, mais ne pouvait pas atténuer le froid de l'atmosphère, ni celui qui creusait son cœur. Les vitrines, autrefois commerce prospère, étaient maintenant fissurées, recouvertes de graffitis ou obstruées par des planches de bois rongées. Par endroits, des bâtiments abandonnés semblaient s'effondrer doucement sous le poids des années et de l'oubli. Les trottoirs, souvent jonchés de détritus et de mégots, servaient de refuge improvisé pour ceux que la société avait rejetés, des sans-abris emmitouflés dans des couvertures trouées, le visage buriné par le vent, scrutant la nuit dans l'attente d'un peu de chaleur ou d'un geste de reconnaissance. Ethan avançait lentement, chaque pas résonnant dans ce silence presque sacré, comme s'il traversait un monde parallèle qu'il avait fui trop longtemps. Malgré ses origines modestes, il avait du mal à reconnaître cette réalité qu'il avait quittée, éclipsée par son ascension fulgurante. Sa richesse, ses succès, avaient construit autour de lui un cocon luxueux et protecteur mais aussi étouffant et aveugle. Au coin d'une rue, un vieil engin coloré et tagué, un food truck à l'apparence fatiguée, dégageait une odeur de viande grillée qui tranchait avec la froideur environnante. Le fumet chaud et épicé titillait ses narines, rappelant à Ethan des souvenirs d'enfance, des moments simples et joyeux, oubliés au fond de sa mémoire. Il s'arrêta, presque par réflexe, attiré par ce mélange d'odeur et d'humanité brute. Le vendeur, un homme d'âge moyen, au visage buriné et aux yeux fatigués, lui adressa un sourire sec, un peu méfiant. Sans un mot, il lui proposa un hot-dog, posé sur un bout de papier froissé. Ethan accepta, sa curiosité piquée par ce geste simple. Il ne se doutait pas encore que ce petit moment, cette bouchée à venir, serait le tournant, le moment charnière de toute sa vie. Alors qu'Ethan portait le hot-dog à ses lèvres, prêt à goûter à cette tranche de normalité qu'il cherchait depuis si longtemps, une voix aiguë et stridente fendit soudain l'air froid de la nuit. « Ne mange pas ça !» Le cri résonna avec une urgence désespérée, coupant net le geste d'Ethan. Il sursauta, surpris, son cœur battant plus fort. Il tourna lentement la tête vers la source de cet avertissement brutal. Une petite fille, à peine plus haute que la table du food truck, se tenait là, immobile un instant, puis se précipita vers lui. Son visage était marqué par la fatigue et la peur, ses vêtements étaient trop grands, déchirés aux coudes, visiblement portés depuis des semaines. Ses yeux, grands et noirs, étaient remplis d'une terreur pure et sincère. Sa poitrine se soulevait rapidement, essoufflée par la course et le froid. « T'as pas le droit de manger ça !» cria-t-elle en tendant les bras vers lui, comme pour l'arrêter physiquement. « Tu vas tomber malade. Mon frère a mangé un de leurs hot-dogs, et maintenant il est très mal. » Chaque mot vibrait d'une urgence qui ne laissait place à aucun doute.
Ethan resta figé. Le temps sembla se suspendre autour de lui. Il scruta le visage de la fillette, cherchant dans ses traits la moindre trace d'exagération ou de peur injustifiée. Mais tout ce qu'il y lut, c'était la vérité brute, celle qu'il avait fui toute sa vie, celle des oubliés, des laissés pour compte. Il baissa les yeux vers le hot-dog dans sa main, soudain devenu le symbole d'un choix bien plus grand qu'une simple nourriture. De son côté, le vendeur se mit à s'agiter nerveusement. Il jeta un coup d'œil furtif autour de lui, puis, d'un geste brusque, tira une bâche usée pour recouvrir son stand, comme s'il voulait faire disparaître tout ce qui pouvait l'incriminer. Son regard évitait celui d'Ethan et de la fillette. Un instinct viscéral remonta en Ethan, une alerte silencieuse dans sa poitrine, cet enfant disait la vérité. Il n'y avait plus de place pour le doute. « Montre-moi ton frère », dit-il d'une voix ferme, décidée. La fillette, Lana, hocha la tête d'un air grave, sans un mot. Elle attrapa doucement la manche d'Ethan et l'entraîna dans un dédale de ruelles glacées, où le vent sifflait entre les murs de briques taguées et les débris éparpillés sur le sol. Chaque pas semblait résonner dans ce silence lourd, ponctué seulement par le bruissement lointain des voitures sur l'avenue principale. Il contournait une vieille station-service abandonnée, dont les enseignes rouillées et les vitres cassées témoignaient d'une époque révolue. L'air y était chargé d'une odeur âcre, mêlée de poussière et d'huile usée. Là, cachée dans un coin sombre, se trouvait une tente précaire, montée à la hâte avec des sacs poubelles déchirés, du carton froissé et quelques bouts de bois trouvés çà et là. À l'intérieur, à peine visible dans la pénombre, un petit garçon d'environ 6 ans gisait sur un matelas usé, recouvert d'une vieille couverture déchirée. Ses membres frêles tremblaient violemment sous l'assaut du froid. Il gémissait doucement, un son plaintif qui transperçait le silence. Ses yeux étaient à moitié fermés, fatigués et embués, tandis que ses lèvres prenaient une teinte bleuâtre, signe évident d'une hypothermie avancée. Lana s'approcha, la voix tremblante. « Mika, ça va aller, j'ai appelé quelqu'un. » Ethan, le souffle coupé, observa la scène. Son cœur, jusque-là protégé par l'armure de l'argent et de la réussite, se fissura soudainement. Il vit l'innocence brisée, la vulnérabilité crue, la détresse d'un enfant abandonné à son sort. Sans un instant d'hésitation, il sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement, mais il tapota rapidement les numéros d'urgence. Sa voix, bien que calme, portait la gravité de la situation. « Bonjour, je suis témoin d'un enfant gravement malade, peut-être intoxiqué, dans une tente près de la station-service sur la 8e rue Hay. Il a de la fièvre, semble souffrir du froid, et ne répond presque plus. Je demande une ambulance immédiatement. » Au bout de quelques minutes d'attente, qui lui parurent une éternité, le bruit familier des sirènes se fit entendre, coupant à travers la nuit froide. Une ambulance aux lumières clignotantes s'arrêta devant la tente. 2 paramédicaux en tenue arrivèrent en courant, avec des sacs d'équipement et un brancard. Ils évaluèrent rapidement l'état de Mika, le prirent délicatement dans leurs bras, lui administrèrent de l'oxygène et le recouvrirent d'une couverture thermique. Lana observa, silencieuse, ses mains serrées sur son manteau usé. Ethan les accompagna jusqu'au véhicule, offrant son numéro au chef des secours et promettant de rester en contact. Alors que les portes de l'ambulance se refermaient, il regarda Lana, déterminé, il savait que cette nuit ne serait qu'un début, le début d'un engagement bien plus profond. Dans la salle d'attente froide et impersonnelle de l'hôpital, Lana s'était assise timidement à côté d'Ethan, les jambes croisées, les mains serrées sur ses genoux. Elle ne disait rien, fixant le sol avec une méfiance palpable, un regard fuyant et inquiet. Méfiante, comme le sont les enfants qui ont trop souvent été abandonnés, trahis ou ignorés. Le silence s'étirait entre eux, lourd et pesant, rythmé uniquement par les bips lointains des machines médicales et le murmure étouffé des conversations derrière les portes closes. Ethan, pourtant habitué à jongler avec le stress des décisions importantes, sentait une boule se former dans sa gorge. Au bout de plusieurs minutes, Lana brisa enfin le silence d'une voix basse, presque un souffle. « Pourquoi t'as pas mangé le hot-dog » Ethan tourna la tête vers elle, surpris par cette question simple mais lourde de sens. « Parce que tu as crié. »« Et je t'ai cru, » répondit-il doucement, essayant de ne pas laisser transparaître son émotion. Elle baissa les yeux, presque honteuse. « Personne me croit jamais. » Cette phrase, si courte, résonna dans l'esprit d'Ethan comme un glas.
Il comprit, soudain, combien sa vie, faite de conférences prestigieuses, de contrats mirobolants, de chiffres et de luxe, était creuse, déconnectée de cette vérité crue. La vérité de ceux qu'on ne veut pas voir, entendre ou reconnaître. Il posa une main hésitante sur celle de Lana, un geste fragile mais sincère. « Je te crois, Lana. Je suis là pour toi. » Le temps semblait suspendu quand un médecin entra, le visage grave et marqué par la fatigue. Il s'adressa à eux avec une voix mesurée mais lourde d'inquiétude. « Votre frère, Mika, a été intoxiqué par une bactérie dangereuse. Nous pensons qu'elle provenait de produits avariés, probablement utilisés dans ce food truck. C'est une intoxication sévère, il aurait pu en mourir s'il n'avait pas été pris en charge rapidement. » Étant senti un frisson le traverser. Grâce à votre signalement, la police sanitaire a pu intervenir immédiatement. Le food truck a été fermé et une enquête est en cours. Plusieurs autres personnes vulnérables risquaient d'être victimes. Lana leva enfin les yeux, une lueur d'espoir mêlée à la fatigue dans son regard. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle n'était plus invisible. Mais Ethan ne put se contenter d'avoir simplement appelé les secours. Non. Ce n'était pas suffisant. Une fois la tension de la salle d'urgence retombée, alors qu'il quittait l'hôpital en tenant la main de Lana, quelque chose en lui refusait de tourner la page. Il avait vu trop de vérité dans les yeux de cet enfant. Son cri, son courage, son désespoir, tout cela l'avait touché au plus profond de lui-même. Ce n'était pas une simple rencontre fortuite. C'était un appel. En silence, il prit une décision qu'il ne formula même pas encore en mots. Il ne laisserait pas ses enfants retourner à la rue. Pas tant qu'il pouvait faire quelque chose. Dès le lendemain, il organisa leur transfert discret dans l'une de ses propriétés inoccupées de Grosse Pointe, un ancien manoir restauré mais vide, situé en périphérie de la ville. La maison était spacieuse, chaleureuse, avec un grand jardin et une bibliothèque remplie de livres anciens. Pour la première fois depuis longtemps, Lana et Mika purent dormir dans des draps propres, à l'abri, sans crainte que le froid ou la violence ne viennent les réveiller. Ethan fit appel à une nourrice expérimentée, douce et attentive, pour prendre soin d'eux pendant qu'il gérait ses affaires. Puis, il engagea une équipe médicale privée pour Mika, un pédiatre, un psychologue, une infirmière à domicile. Le petit garçon, d'abord très affaibli, retrouva lentement l'appétit, l'énergie, puis le sourire. Ses rires commencèrent à remplir les couloirs silencieux du manoir. Lana, de son côté, mit plus de temps à relâcher sa méfiance. Chaque geste d'Ethan, chaque attention, elle les scrutait avec suspicion, comme si elle attendait le moment où il la rejetterait, comme tous les autres. Mais jour après jour, il était là. Présent. Constant. Silencieux parfois, maladroit souvent, mais toujours sincère. Il la laissa choisir sa chambre. Elle opta pour une petite pièce sous les combles, qu'elle transforma peu à peu en refuge personnel. Il lui offrit un ordinateur portable, des cahiers, des crayons de couleur. Elle les utilisa d'abord avec retenue, puis avec passion. Après quelques semaines, Lana intégra une école privée locale, avec un accompagnement personnalisé. Brillante mais marquée par les années d'errance, elle se révéla douée en mathématiques, où elle excellait par sa logique implacable, et en poésie, où elle couchait sur le papier ses douleurs, ses colères, mais aussi ses rêves d'enfant. Ses poèmes touchaient profondément les professeurs. L'un d'eux, bouleversé par son talent brut, appela personnellement Ethan pour le remercier d'avoir sauvé une voix rare que le monde aurait perdue. Quant à Mika, une fois totalement rétabli, il courait dans le jardin, construisait des cabanes avec les jardiniers, et réclamait des crêpes au petit déjeuner. Il aimait s'endormir sur le canapé, la tête posée sur la cuisse de sa sœur, devant des dessins animés qu'il regardait pour la première fois. Mais le changement le plus radical se produisit en étant lui-même. Les réunions importantes de Calvex Technologies commencèrent à l'ennuyer. Les profits trimestriels ne le faisaient plus vibrer. Il s'aperçut qu'il écoutait moins les analyses financières, et davantage les conversations de Lana sur la structure d'un poème, ou les inventions farfelues de Mika. Il avait retrouvé quelque chose qu'il pensait avoir perdu, le lien, l'humain, la responsabilité, bref, pas celle d'un PDG envers ses actionnaires, mais celle d'un homme envers le monde qu'il habite. Et surtout, envers deux enfants qu'il ne pouvait plus imaginer quitter. Ethan ne s'arrêta pas à son geste de compassion.
Ce qu'il avait vécu aux côtés de Lana et Mika l'avait profondément transformé, et il savait que son devoir allait au-delà d'un simple sauvetage ponctuel. Ce cri dans la nuit, « Ne mange pas ça !» résonnait encore en lui, non seulement comme une mise en garde, mais comme une révélation. Tant d'enfants, chaque jour, lancent des appels à l'aide qui ne rencontrent que le silence ou l'indifférence. Alors il agit. Avec la même détermination qu'il avait utilisée pour bâtir son empire technologique, il fonda la Fondation Calvé pour l'enfance invisible, une organisation dont le nom rendait hommage à ceux que le système oublie, ceux qui vivent entre les fissures de la société, sans foyer, sans voix, sans protection. Il investit plusieurs millions de dollars pour créer et financer des centres d'accueil et de réinsertion pour enfants sans abri à travers tout le Michigan. Ces centres, conçus comme des lieux de refuge et de reconstruction, offraient un hébergement digne, un suivi psychologique, un accès à l'éducation et une assistance juridique pour récupérer ou reconstruire les identités volées. Mais il ne s'arrêta pas là. Étant engagea une équipe d'experts en droit social et entreprit un lobbying actif auprès du gouvernement de l'État, exigeant une révision de la loi sur la protection des mineurs abandonnés. Il plaida pour que les enfants sans domicile soient reconnus comme prioritaires dans les politiques publiques, et pour que les dénonciations citoyennes, comme celle de Lana, soient valorisées au lieu d'être ignorées. Dans les médias, on le présenta d'abord comme un bienfaiteur excentrique, un milliardaire en quête de rédemption. Mais très vite, les résultats parlèrent d'eux-mêmes, le nombre d'enfants secourus augmenta, les signalements doublèrent, et les services sociaux commencèrent à collaborer étroitement avec sa fondation. Des centaines d'enfants retrouvèrent un toit, une famille d'accueil ou simplement un nom, une existence officielle. Un an plus tard, au cœur de Manhattan, un sommet humanitaire international se tenait dans une grande salle du Metropolitan Conference Center. Les sièges étaient occupés par des philanthropes, des chefs d'État, des activistes, des journalistes. Les caméras de CNN, Al Jazeera et France 24 étaient braquées vers la scène, où allait intervenir un invité très attendu. Étant Calvé monta sur scène. Il ne portait pas l'habit strict d'un PDG, mais une veste sobre, un peu froissée, et un regard habité. À sa droite, tenant sa main fermement, marchait Lana, aujourd'hui âgée de 11 ans, vêtue d'une robe bleue simple, les cheveux soigneusement tressés. Elle ne tremblait pas. Elle marchait droite. Arrivée au pupitre, Ethan s'éclaircit la voix et parla, sans note, les yeux dans ceux du public. Il y a un an, une petite fille m'a crié de ne pas manger un hot-dog. Ce que j'ai compris depuis, c'est que ce n'était pas seulement un avertissement pour ma santé. C'était un cri contre l'indifférence. Un cri contre l'abandon. Elle m'a sauvé la vie. Pas seulement au sens physique, mais dans ce que je suis profondément. Elle m'a obligé à voir ce que je ne voulais plus voir. Aujourd'hui, je suis ici pour écouter ce que le monde refuse encore d'entendre. La salle resta silencieuse. Pas un souffle. Puis les applaudissements commencèrent, d'abord timides, puis massifs. Lana se tourna vers lui, les yeux brillants, et lui adressa un sourire discret, contenu. Mais dans ce regard, il y avait tout, la reconnaissance, la force retrouvée, l'amour, et la fierté. Au premier rang, Mika, dans les bras d'une éducatrice de la fondation, agita la main en riant. Il portait une chemise blanche et un nœud papillon trop grand pour lui. On l'entendit dire. « C'est ma sœur là-haut. » Ce jour-là, le monde entier vit ce que deux enfants invisibles pouvaient changer dans le cœur d'un homme et, par ricochet, dans une nation entière. Des années plus tard, Lana Calvé avait bien grandi. De la petite fille méfiante qui courait dans les rues de Détroit pour sauver son frère, il ne restait que des échos. Désormais, elle marchait d'un pas ferme dans les couloirs solennels du tribunal des droits de l'enfant à Washington D.C., une robe d'avocate noire flottant autour de ses jambes, des dossiers épais sous le bras et une lueur déterminée dans le regard. Elle était devenue une avocate brillante, reconnue nationalement pour son travail acharné en faveur des enfants sans voix, ces mineurs invisibles, abandonnés, maltraités ou livrés à eux-mêmes dans les marges du système. Elle plaidait dans les prétoires avec une éloquence rare, mais ce qui frappait le plus chez elle, c'était la vérité qu'elle portait dans sa voix. Elle ne parlait pas seulement en leur nom. Elle était l'une d'entre eux. Chaque dossier qu'elle ouvrait, chaque enfant qu'elle défendait, réveillait en elle un souvenir, un frisson, un écho de cette nuit glaciale où tout avait basculé. Ce soir où elle avait crié « Ne mange pas ça » à un homme riche et inconnu.
Ce soir où quelqu'un avait enfin choisi de l'écouter. Son histoire avait été racontée 1000 fois, dans les journaux, dans les écoles, dans des documentaires, dans des livres. Mais aucun de ces récits ne parvenait à capturer toute la portée intime de ce moment, ce mélange de peur et de courage qui avait jailli d'elle dans un dernier geste d'amour pour son frère. Lorsque la vidéo de son discours aux Nations Unies fut diffusée, elle devint virale, elle y dénonçait l'inaction des États face aux enfants déplacés, invisibles, criminalisés dès le plus jeune âge. Elle y parlait aussi d'Ethan Calvé, non pas comme d'un sauveur, mais comme d'un homme qui avait su se taire pour entendre. Grâce à son combat et à celui de la Fondation Calvé, de nombreuses réformes sociales virent le jour. La création d'un statut juridique d'urgence pour enfants sans abri. Des unités mobiles d'écoute et de soutien dans les grandes villes. L'instauration d'un numéro national d'alerte géré par d'anciens enfants des rues. Des programmes éducatifs fondés sur la résilience et la poésie dans les zones marginalisées. Elle refusa de faire carrière en politique, malgré les sollicitations. Elle disait : « Je ne veux pas représenter le peuple depuis une estrade, je veux le défendre dans les couloirs où personne ne regarde. » Des années après la mort d'Ethan, emportée par une maladie rare qu'il avait affrontée avec discrétion, Lana se rendit sur sa tombe, seule. Elle y déposa une fleur blanche, symbole de paix. Micah, désormais adolescent, l'attendait un peu plus loin, les mains dans les poches, les yeux baissés. Elle murmura : « Je t'avais crié de ne pas manger ce hot dog. Mais en réalité, ce soir-là, c'est toi qui m'as nourri. Pas avec du pain, mais avec de l'écoute, de la dignité, et du courage. Merci d'avoir vu en moi ce que personne ne voulait voir. » Dans le cœur de Lana, tout était toujours resté là. Le cri. Le regard d'Ethan. La chaleur d'un manteau offert sans rien demander en retour. Le sourire de Micah, sauvé de justesse. Et cette vérité simple. Un homme riche s'était arrêté. Il avait écouté. Et il avait changé le monde. Pas par des milliards. Mais par une seule décision humaine.